un mail tronqué tous les 15 jours, et qui s'était dit « ils font chier, je vais le faire chez moi, marchera mieux ». Depuis que les faiseurs de Minitel ont appris à faire du mail plus volumineux, ont appris à stocker de la vidéo, bref, ont appris à attirer le client en lui apportant des services, bon, finalement, le gars qui se fatiguait à installer son petit serveur de news et son petit serveur de mail à la maison, juste, il en a ras-le-bol. Il trouve que le webmail en web 2.0 avec du Java qui flash et qui clignote, ça permet de lire son mail sur Yahoo dans un cybercafé. C'est cool. Ouais, C-O-U-L-E. C'est-à-dire qu'en fait, le journaliste chinois qui avait son mail dans sa boîte aux lettres et qui se disait « c'est cool », quand Yahoo l'a donné au gouvernement, il a dû se dire « c'est con ». Mais je soupçonne que, en nombre pur, les gens qui s'auto-hébergent, ce qui était apparu avec l'apparition de la DSL, parce qu'il fallait des connexions permanentes pour le faire, soit en train de baisser. C'est l'impression que j'ai, je me trompe peut-être. Mais au moins, il n'augmente pas assez vite. Il augmente beaucoup moins vite que le Minitel 2.0. On est, je pense, ici à peu près tous convaincus de l'intérêt de faire quelque chose pour éviter que l'Internet s'effondre. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire à part propager la bonne parole? Bah déjà, propager la bonne parole, ce ne sera pas du temps perdu. Ce qu'on peut faire est très compliqué. Je pourrais bien vous dire, viendez tous vous abonner chez FDN. Ça y ferait du net libre, juste vous seriez trop nombreux. Donc venez, plusieurs, mais pas tous. Donc, ça pourrait être une des réponses. Je pourrais vous dire, mais faites vos fournisseurs d'accès, bordel de Dieu, c'est pas dur. C'est pas dur de monter un fournisseur d'accès. Faites-le, au moins vous saurez qui filtre votre réseau. Il y a un gros travail aussi d'éducation. Oui, on a un NetBBSD qui, à mon avis, aura quelques savoirs sur la question. C'est-à-dire quand elle sera grande, ses parents pourront lui dire « De mon temps, quand j'étais jeune, il a existé un réseau libre. » Tu lui raconteras. Donc, je crois que ce sont les deux piliers. Le premier, c'est qu'il faut éduquer. Allez expliquer aux gens ce que c'est qu'Internet. Allez dire aux gens que Internet, c'est pas de mettre les vidéos marrantes sur Dailymotion. Internet, c'est de mettre les vidéos marrantes sur mon PC et que vous veniez les voir. C'est fondamental comme différence. Ça, c'est le premier pilier. Éduquer les gens. C'est très long. On savait, moi, ça fait très longtemps que je suis sur Internet, ça fait 10 ans que je suis président de FDN, ça fait longtemps que je réfléchis sur ces questions-là. Je sais que c'est long d'éduquer les gens. La croissance actuelle de vente de Machinbox en Minitel 2.0, c'est pas la croissance de l'éducation honnête. Le type qui publie son blog sur un ordinateur qu'il ne possède pas, il fait du Minitel. Alors il apprend à faire du Minitel amélioré où il peut parler, mais il n'a pas encore appris à faire du net, c'est-à-dire à mettre son blog sur une machine qu'il est le seul à pouvoir couper du réseau. C'est très différent. Cette éducation-là va prendre un petit peu de temps. Et le deuxième pilier, c'est faites votre réseau. Faites vos serveurs IRC qui ne sont pas ceux des gros opérateurs. Faites vos serveurs mail qui ne sont pas ceux des gros opérateurs. Faites votre réseau. Avec ces deux piliers-là, on aura quelques résistants qui sont ceux qui font le réseau et quelques enseignants pour propager la bonne parole. C'est les deux fondamentaux dont on a besoin. Je ne sais pas ce qu'on peut faire d'autre. Si, on peut essayer de se battre sur le juridique. Mais on y va vraiment avec un lance-pierre contre des chars d'assaut. Il faut espérer que les lance-pierres gagnent. Moi, j'ai personnellement un tout petit souci avec la proposition que tu fais, qui concerne donc héberger soi-même des choses. C'est la consommation électrique. C'est-à-dire que quand on concentre quelque chose, en fait, on a plus de chances. Je finis quand même. On a plus de chances de mutualiser, y compris l'énergie, donc on va consommer moins.
Est-ce que quand tu dis hébergez-vous vous-même, est-ce que tu imagines que quand on héberge chez Où va-t-on, chez l'autre, etc., des coopératives, est-ce que c'est s'héberger soi-même, ça, ou pas? Alors, je veux reprendre un petit peu. Il y a deux objections classiques au hébergez-vous vous-même. Il y en a des moins classiques qui sont en général pas très intéressantes, ou en tout cas, j'en ai pas encore entendu. Il y en a deux qui sont vraiment classiques. Et celle que tu indiques qui est intelligente, il y en a une autre qui est bête. Alors, je vais terminer par celle qui est bête. Enfin, je vais commencer par celle qui est bête pour m'en débarrasser. C'est compliqué techniquement, ça, c'est juste faux. Je veux dire, si le débile de base, il est capable de poster une vidéo sur Dailymotion et il est capable de poster dans son blog, faire une internet box dans laquelle il y aura le serveur Apache qui contient son blog et les plugins type Dailymotion, il n'aura qu'à uploader vers sa boîte, c'est pas plus dur. Donc techniquement c'est compliqué, ça c'est juste faux. Après il y a le problème écologiste. La question écolo là-dedans, c'est si je laisse mon PC allumé tout le temps pour héberger mon pauvre site web qui a 12 visiteurs par jour, je brûle de le courant plein pour rien. Ça, c'est un vrai problème. Mais dire je vais m'héberger en salle machine avec tout le monde, comme ça si on pose une bombe, tout le monde se tait, c'est la mauvaise réponse. Quand les écolos disent la consommation d'électricité fabriquée avec du charbon et du nucléaire, c'est vachement dangereux, ils ont raison. Quand on apporte comme réponse il n'y a qu'à se passer de l'électricité, c'est pas la bonne. Un ordinateur capable d'héberger un site web, c'est pas l'énorme machin avec 12 ventilos que tu utilises pour jouer au dernier jeu à la mode. Un ordinateur capable d'héberger un site web, ça a une puissance de calcul similaire à celle qu'on trouve dans un Palm aujourd'hui ou dans un téléphone. C'est-à-dire que mon téléphone là, s'il n'était pas en Java avec de la merde dedans, il serait capable de faire des sites web comme on n'en rêvait pas en 95. Il consomme pot de balle en courant. Lui, tu peux le laisser chez toi branché. Et pour peu qu'en plus tu lui donnes du courant que tu as fabriqué avec des fines herbes et avec du bois, ou avec du solaire, ça va être nickel. Un petit ordinateur qui ne mange que du solaire et qui est autonome tout seul dans sa boîte avec du solaire, ça existe. Les fous qui font des réseaux Wi-Fi bizarres, ouverts, etc., ils ont ça. Les espèces de routeurs qui viennent mettre sur le toit collés à la borne Wi-Fi, c'est 100% autonome et c'est sur du solaire, ça ne mange pas d'énergie. Oui, à Amiens, ça marche moins fort. Il faut mettre un tout petit peu plus de surface de panneau. Mais voilà, la question est bonne. La réponse n'est pas « je ne vais pas m'héberger ». Hébergeur hébergé, c'est pas forcément une bonne réponse. C'est dans le sens, on se met à 3 et on loue une bécane dans une salle machine. C'est dans cet esprit-là. Ben, dans cet esprit-là, dans la balance entre Internet et le Minitel, quand tu mets ton site web chez OVH, tu es purement dans le Minitel. Si tu le mets sur les serveurs de page perso de Wanadoo, c'est pire. Quand tu commences à le mettre sur les serveurs hébergés en salle machine d'une assos sympathique, l'Autre-Net, Où va-t-on, des gens comme ça, Tux Family, tu rééquilibres un peu. Quand tu le mets sur les machines auto-hébergées des gens comme Rien, le réseau d'hébergeurs indépendants engagés, je vous incite à aller les voir si vous ne les connaissez pas, R-H-I-E-N. Super bien ce qu'ils font, ça penche presque vers de l'Internet. Parce qu'ils s'y mettent à 10, 15, 20, 30 à héberger sur la machine du gars qui sait faire leur site web, derrière leur ligne ADSL. Là, on est quasiment sur de l'Internet. On est sur du beaucoup net. Donc oui, c'est mieux. C'est-à-dire, si tu as à choisir entre les pages perso de ton fournisseur d'accès moisi, qui retirera le contenu si ça ne lui plaît pas, et te faire héberger sur la même machine que ta bande de potes, c'est plutôt mieux la deuxième solution. Maintenant, si la machine en question, elle est dans une salle machine qui ne t'appartient pas, où les flics ils rentrent quand ils veulent, avec même pas un mandat, juste ils demandent poliment au monsieur à l'entrée, pas top. J'espère que ça répond un peu à ta question. Y a-t-il d'autres questions? Je veux bien que tu fasses un commentaire sur la généralisation des échanges en peer-to-peer.
Tu disais tout à l'heure, Internet, on a mis l'intelligence en périphérie du réseau. Donc j'ai l'impression que, en tout cas en France à l'heure actuelle, les gens ont beaucoup pris l'habitude de partager des films. En tout cas, ça, j'ai l'impression que c'est vraiment généralisé. Et donc ça, c'est un truc. Et l'autre truc, c'est le développement. C'est très lent, mais ça progresse, j'ai l'impression, de plein d'outils d'échange de contenu en peer-to-peer qui permettent de se passer de cette notion de client-serveur. Que ce soit GNU.net ou quelques autres expérimentations. Alors, ce que tu décris, c'est des gens qui développent des outils pour Internet, au lieu d'utiliser les vieux outils pour Minitel. Le peer-to-peer est probablement l'une des seules applications qui soit systématiquement de type Internet sur le réseau. Curieusement, c'est pour ça qu'ils veulent la filtrer. Quand je mets des fichiers à partager, alors tu disais des films, j'aime pas ça, des fichiers. Typiquement, je partagerai probablement en peer-to-peer la vidéo de ma conférence. Il n'y a pas d'ambiguïté, elle n'est pas volée. Le fait de mettre la vidéo de ma conférence en peer-to-peer, c'est un moyen de diffusion qui est intrinsèquement de type Internet. Donc, l'utilisation du peer-to-peer, c'est juste l'utilisation d'Internet. C'est une des utilisations normales, naturelles d'Internet. Internet, c'est fait pour faire ça. Et le fait de développer de plus en plus d'applications qui, au lieu d'aller chercher les données sur un serveur central, sont capables de les trouver sur des serveurs décentrés n'importe où, c'est juste des applications qui passent à Internet. Donc oui, ça c'est de l'Internet. Mais tu verras, si on les laisse faire, ce sera filtré. Je précise juste ce que j'entendais. Pourquoi je te pose la question là, c'est parce que tu dresses. Enfin, j'ai l'impression que la population moyenne, typiquement celle que je rencontre quand je fais du stop, eh ben oui, elle fait du Minitel parce qu'elle fait du MSN, du Google et des blogs chez Skyblog, mais qu'en même temps, elle sait quelque part réapproprier Internet de par l'échange de films que je citais. Oui. Oui, mais il faut bien comprendre, la population qui fait de l'Internet sans le faire exprès en faisant du peer-to-peer, 9 fois sur 10, en fait, elle vole des vidéos parce que c'est trop cher ou elle échange des vidéos, je ne veux pas rentrer dans le troll velu sur est-ce que c'est de la copie privée ou du vol. Elle échange des vidéos parce que ça permet de regarder le film vite, pratique, machin, tout ça. Sa liberté d'expression, je veux dire, échanger des vidéos avec ses potes, c'est un truc marrant, c'est, je pense, assez utile, mais c'est une part relativement marginale de la liberté d'expression. Savoir où je mets mon blog, savoir comment je le poste, c'est une part essentielle. C'est vraiment fondamental. Savoir où passent mes communications quand je fais de la messagerie instantanée. Ça, c'est un bon exemple. Quand j'étais étudiant et que je voulais bavarder avec mon pote qui était en stage en Écosse, je me connectais, en ces temps-là en telnet, à sa machine en Écosse, et nous discutions avec un outil qui s'appelait Talk. C'est-à-dire que la connexion était directe de sa machine à la mienne et nous discutions ensemble. En fait, nous chattions en peer-to-peer, pour faire moderne. De nos jours, pour faire pareil, ce qu'on se dit, ça transite chez Microsoft, parce qu'en France, l'outil dominant, c'est MSN. Ben, je suis désolé, MSN, c'est du Minitel, Talk, c'est de l'Internet. Y a-t-il encore des questions? Parce que sinon, il faut que je laisse la parole. Ah non, c'est pas la dernière, parce que ça peut pas être la dernière, Thierry. Moi, j'ai une toute petite question. Tu disais dans les exemples l'autre ou va-t-on ou Tux Family. Je sais comment l'autre prend ses tuyaux. Ils veulent vraiment une vraie indépendance opérateur. Je sais comment où va-t-on prend ses tuyaux aussi. Je sais par exemple que Tux est hébergé chez Free. Apparemment, au niveau tuyau, je sais pas quel est leur modèle économique. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des risques comme dans cette balance? Tu disais que l'autre ou va-t-on et Tux c'était au milieu de la balance. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des risques que ces structures-là basculent du côté Minitel 2.0 en cherchant pas à avoir cette indépendance? C'est autre chose. La différence sur la... Est-ce qu'ils sont la danseuse de quelqu'un qui leur donne du réseau à l'œil, ou est-ce qu'ils sont autonomes parce qu'ils s'autofinancent? Est-ce qu'ils sont autonomes parce qu'ils assument leur technique, ou est-ce qu'ils ne sont pas autonomes parce qu'ils ont délégué leur technique? Ça, c'est de l'ordre de savoir, est-ce que le journal que tu achètes, c'est le Canard enchaîné sans publicité, ou c'est le Figaro avec plus de publicité que d'articles? C'est important.
Mais dans les deux cas, c'est de la liberté de la presse. Avec la liberté de la presse, on peut faire